Lors de son deuxième cours donné en Sorbonne en 1963, Raymond Aron explique pourquoi veut-il faire une comparaison entre l'historien qu'il était lorsqu'il a passé sa thèse dans les années 30 et le professeur qu'il est devenu dans les années 60. Raymond Aron, de l'étudiant des années 30 au professeur des années 60. Reçu premier à l'agrégation de philosophie, Raymond Aron part en Allemagne comme assistant de français et découvre les grands auteurs allemands. Hegel, Marx, Weber, Husserl. Il découvre ce qui sera sa vocation, découvrir le sens de l'action humaine. On peut lire dans ses mémoires « Il me souvient pourtant que j'écrivis à mon frère Robert, soulevé par la joie de la découverte, une lettre enthousiaste et peu intelligible. En gros, ce que j'avais l'illusion ou la naïveté de découvrir, c'était la condition historique du citoyen ou de l'homme lui-même. Comment, français, juif, situé à un moment du devenir, puis-je connaître l'ensemble dont je suis un atome entre des centaines de millions? Comment puis-je saisir l'ensemble autrement que d'un point de vue un entre d'autres semblables? D'où suivait une problématique quasi kantienne, jusqu'à quel point suis-je capable de connaître objectivement l'histoire, les nations, les partis, les idées, dont les conflits remplissent la chronique des siècles, et mon temps. Raymond Aron, professeur dans les années 50 et 60. Après la guerre, Raymond Aron s'installe à Paris et enseigne à l'École nationale d'administration à Sciences Po Paris et un peu plus tard à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Paris. Il sera également professeur à l'École pratique des hautes études en sciences sociales et titulaire au Collège de France de la chaire Sociologie de la civilisation moderne. Il explique cette démarche, qui peut paraître surprenante de prime abord, par ce qu'il appelle le cercle historiciste. Le cercle historiciste, c'est l'idée selon laquelle l'historien n'est pas en quelque sorte hors sol, mais il est à la fois à un point du temps et à un point de l'espace. Bref, il est dans un lieu à partir duquel il analyse la réalité historique. Et donc, parler de cercle historiciste veut dire par là que l'historien ne peut pas s'extraire du contexte historique, économique et social dans lequel il observe la réalité. L'historicisme est un terme qui a plusieurs sens. Trois idées générales peuvent d'abord lui être rattachées. Premièrement, l'idée d'appréhender toute chose sous l'angle de son devenir et de son déclin. Deuxièmement, une philosophie de l'histoire appréhendée comme un mouvement qui progresse. Troisièmement, le souci de maintenir les anciennes traditions et un regard nostalgique porté sur les époques du passé, idée qu'on retrouve dans le conservatisme, mais aussi dans le romantisme. Au-delà de ces définitions générales, nous en resterons à sa définition plus spécifique, laquelle désigne une période de l'historiographie allemande qui domine toute la seconde moitié du XIXe siècle, avec des auteurs que nous avons déjà cités comme Ranke et List, l'économiste. Pris dans cette acception, l'historicisme repose sur l'idée selon laquelle l'historien doit établir les faits, tels qu'ils se sont produits, et saisir chaque époque dans sa singularité, sans émettre de jugement de valeur, éviter toute démarche de systématisation, et en particulier toute vision téléologique de l'histoire. C'est ce que Raymond Aron retient lorsqu'il définit l'historicisme comme la doctrine qui proclame la relativité des valeurs et des philosophies, aussi bien que de la connaissance historique. Lorsque Jean-Paul Sartre écrit le premier tome de la critique de la raison dialectique, il est aussi dans cette démarche. La critique de la raison dialectique est l'œuvre philosophique majeure de Jean-Paul Sartre. Philosophe cherche dans cet ouvrage à aller au-delà du simple cas de l'individu vu au travers de sa conscience individuelle, le pour-soi qu'il opposait à l'en-soi dans l'être et le néant. Voilà comment l'auteur lui-même présente sa critique. Y a-t-il une vérité de l'homme ? Personne, pas même les empiristes, n'a jamais nommé raison la simple ordonnance, quelle qu'elle soit, de nos pensées.
Il faut pour un rationaliste que cette ordonnance reproduise ou constitue l'ordre de l'être. Ainsi, la raison est un certain rapport de la connaissance et de l'être. De ce point de vue, si le rapport de la totalisation historique et de la vérité totalisante doit pouvoir exister, et si ce rapport est un double mouvement dans la connaissance et dans l'être, il sera légitime d'appeler cette relation mouvante une raison. Le but de ma recherche sera donc d'établir si la raison positiviste des sciences naturelles est bien celle que nous retrouvons dans le développement de l'anthropologie, ou si la connaissance et la compréhension de l'homme par l'homme impliquent non seulement des méthodes spécifiques, mais une raison nouvelle, c'est-à-dire une relation nouvelle entre la pensée et son objet. En d'autres termes, y a-t-il une raison dialectique ? Raymond Aron rapporte que Sartre lui a expliqué qu'il n'aurait pas pu écrire la critique de la raison dialectique s'il n'y avait pas eu le stalinisme et la déstalinisation. Le stalinisme désigne à la fois l'idéologie et la pratique suivie par les partisans de Joseph Staline, qui a succédé à Lénine à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. La pratique stalinienne du pouvoir se caractérise par le centralisme démocratique, c'est-à-dire le refus de toute expression de minorité au sein du parti, l'emploi de la force et de la terreur comme mode de gouvernement, et le culte de la personnalité autour du dirigeant du parti. Après la mort en 1953 du petit père des peuples, comme on appelait alors le secrétaire général du Parti communiste soviétique, un mouvement général de déstalinisation s'engage dans la plupart des partis communistes dans le monde. C'est la publication en 1956 du rapport secret de Nikita Khrouchtchev, qui a succédé à Staline, qui officialise ce changement. La nouvelle ligne au sein du PCUS et des partis frères d'Europe de l'Est consiste d'une part à abandonner le culte de la personnalité et d'autre part à dénoncer les excès de la période du stalinisme. Mais le contrôle du pouvoir par le seul parti communiste reste la règle. Raymond Aron n'est pas convaincu qu'il fallut qu'il y ait ces événements pour que Sartre écrive la critique de la raison dialectique, mais enfin, il rapporte ce fait qui vient illustrer la thèse selon laquelle l'historien ou le philosophe, s'agissant de Jean-Paul Sartre, s'inscrit dans un cercle historiciste. De même, Raymond Aron fait l'hypothèse que Karl Marx aurait certainement pu adhérer, au moins en partie, à cette thèse du cercle historiciste, en ce sens que le marxisme n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le capitalisme et si Marx n'avait pas été dans cette société capitaliste pour en analyser les ressorts et en critiquer les défauts. Avec l'accroissement continuel dans la productivité du travail, le prix de la force de travail pourrait ainsi tomber de plus en plus, en même temps que les subsistances à la disposition de l'ouvrier continueraient à augmenter. Mais même dans ce cas, la baisse continuelle dans le prix de la force de travail, en amenant une hausse continuelle de la plus-value, élargirait l'abîme entre les conditions de vie du travailleur et du capitalisme. Le développement de la force productive du travail dans la production capitaliste a pour but de diminuer la partie de la journée où l'ouvrier doit travailler pour lui-même, afin de prolonger ainsi l'autre partie de la journée où il peut travailler gratis pour le capitaliste. Il s'agit non seulement d'augmenter les forces productives individuelles, mais de créer par le moyen de la coopération une force nouvelle ne fonctionnant que comme force collective. Karl Marx, Le Capital. Mais être dans le cercle historiciste, ce n'est pas être dans le cercle vicieux du scepticisme qui consisterait à dire que l'historicisme serait la vérité de la non-vérité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune possibilité de vérité en histoire. Raymond Aron va tenter tout au long de son œuvre d'historien d'avoir la démarche à l'égard de la réalité historique qu'ont les sciences dures. Raymond Aron refuse à la fois l'historicisme, en tant qu'il enfermerait l'histoire et la société dans des lois d'airain qui prédétermineraient leur avenir. Il vise par là, bien sûr,
Les marxistes orthodoxes, pour qui les changements qui interviennent dans la superstructure d'une société, tels que par exemple le développement du protestantisme, le rationalisme ou encore le libéralisme, sont la conséquence mécanique des modifications intervenues dans l'infrastructure économique, marquée par des phénomènes tels que la mécanisation, l'industrialisation ou encore la prolétarisation. Raymond Aron critique également ce qu'on pourrait appeler l'historicisme existentialiste, qui pose l'être humain comme totalement libre de son devenir, en tant que, comme le dit Heidegger, et après lui Sartre, son existence précède son essence. Raymond Aron refuse enfin l'historicisme intégral, qui renonce à toute tentative d'explication du monde et réduit le rôle de l'historien à celui de greffier des événements tels qu'ils se déroulent. Je résumerai donc l'ambition de Raymond Aron comme celle d'un historicisme pluraliste et interprétatif. Pluraliste parce qu'il emprunte leur modèle à plusieurs grands auteurs, tels que Karl Marx, Alexis de Tocqueville ou encore Max Weber, pour photographier en quelque sorte sous plusieurs angles les événements historiques. Interprétatif parce que, cherchant à donner, sinon un sens à l'histoire, du moins une rationalité, à l'aide de schémas explicatifs. Considéré par Charles Taylor dans The Importance of Herder comme un des pères fondateurs du relativisme culturel, Herder a remis en cause l'idée de supériorité de nature de la civilisation européenne. L'historien doit donc établir les faits tels qu'ils se sont produits et saisir le passé dans sa singularité par rapport aux autres époques sans chercher à émettre un jugement de valeur. S'inspirant de la pensée de Herder, les historicistes allemands appellent à considérer chaque époque en elle-même et rejettent toute philosophie théologique de l'histoire. Théologie, doctrine des causes finales, qui explique les êtres par le but apparent auquel ils semblent destinés. Définition issue du Littré. Raymond Aron explique que la théorie du marxisme n'était possible que dans un certain contexte historique, en l'espèce le capitalisme. Lorsque Aron explique qu'il n'est pas diltéien, il fait référence à Dilthey, qu'il avait abordé lors de son premier cours, et qui était, lui, un relativiste complet, c'est-à-dire qu'il considérait que l'histoire n'avait aucun sens, qu'il n'était pas possible de philosopher sur l'histoire. Raymond Aron a une position plus fine, qui consiste à expliquer que l'histoire n'a certes pas le sens téléologique que lui attribuent Hegel et après Hegel les marxistes orthodoxes, même les marxistes version Jean-Paul Sartre, mais cela ne veut pas dire que l'histoire n'a aucun sens. Il appartient à l'historien d'entreprendre une démarche d'analyse, de maniement des concepts, extraire de la complexité de la réalité historique, sinon des lois, du moins des tendances, pour lui donner un certain sens. Raymond Aron explique que lors de son cours précédent, il avait mis l'accent sur trois éléments importants qui caractérisaient l'histoire dans les années 30. Le fait que dans l'Allemagne des années 30, l'histoire se déroulait dans un contexte historique particulier où chaque parti politique dans la République de Weimar, étant en concurrence avec les autres, cherchait à imposer sa propre vision de l'histoire, et dès lors il y avait une certaine floraison d'écoles historiques, alors que précédemment Hegel avait contribué à unifier la recherche historique en Allemagne. Ce tableau résume parfaitement la situation politique dans l'Allemagne des années 30. Il s'agit de la structure des partis politiques
en 1928. Vous avez un double critère de classement, du plus autoritaire au plus démocratique et du plus capitaliste au plus socialiste, avec un SPD qui reste puissant à 29%, le Sozialdemokratische Partei, donc parti socialiste, plus vieux parti allemand fondé en 1875. À gauche également, le Kommunistische Partei, le KPD, le parti communiste qui fait 11% des voix. À droite, les trois principaux partis sont le Zentrum de tendance catholique qui fait 16% des voix, le Deutsche Volkspartei, le DVP de tendance libérale, et le Deutsche National Volkspartei, le DNVP, qui est de tendance nationale conservatrice et qui fait 14% des voix. Le DVP fait 11%, et vous voyez tout en bas, c'est-à-dire dans la partie la plus autoritaire, un petit parti qui est promis à un grand avenir, c'est bien sûr le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands qui fait 2,6%, et c'est bien évidemment le parti nazi. En même temps, dans mon séjour en Allemagne, j'ai découvert le diabolique. J'ai découvert la puissance, la politique, le monstre, le monstrueux, car j'ai vécu depuis 1930 jusqu'à 1933, au mois d'août, la montée au pouvoir du Hitler, et en suivant l'arrivée au pouvoir de Hitler, j'étais à la fois terrifié et fasciné. Terrifié parce que entre 1933 et 1939, j'ai attendu la catastrophe inévitable, c'était la guerre, et en même temps fasciné en ce sens que la politique a ce degré de dramatique, ces mouvements de foule courant vers le malheur, tout cela, ce n'était pas un objet de spectacle seulement, c'était un objet, une matière de réflexion philosophique, de réflexion sur la manière dont se déroule l'histoire et la manière dont vivent les hommes. À cette époque, c'était facile, si je puis dire, d'être contre, parce qu'il était facile pour un Français intellectuel de milieu israélite d'être contre le national-socialisme. Mais en même temps, mon contact avec les étudiants allemands nationalistes, même nationaux-socialistes, ces jeunes Allemands me donnaient quelque chose d'indispensable aux sociologues, c'est-à-dire, ils me donnaient l'autre, l'altérité. Lévi-Strauss a découvert l'autre dans les sociétés archaïques. Moi, j'ai découvert les autres dans la société moderne, sous la forme de Hitler et ceux qui le suivaient. Alors, à partir de là, j'ai été, si je puis dire, purifié, et définitivement, de ce que j'appellerais l'idéalisme universitaire. J'ai eu le sentiment que la politique était tragique, et que on ne pouvait avoir que des opinions raisonnables, qu'il fallait respecter autant que possible les autres, et accepter les dissentiments. Le père Bruckberger, prêtre dominicain, déclare « On ne choisit pas le moment de l'histoire dans lequel on est jeté. » Lors d'une communication à l'Académie des sciences morales et politiques en 1985, quelle ambition prométhéenne chez ce modeste que de décider de lui-même. Il parle de Raymond Aron, quelques années avant une guerre qui va saisir et brasser les destins de millions d'hommes, qui va décider pour eux, mais souvent d'eux aussi. Quelle magnifique illusion que de vouloir comprendre son époque juste au moment où cette époque va basculer dans le délire. Quelle témérité que de vouloir se détacher de l'actuel, ne serait-ce que par la pensée, au moment où l'actualité va s'acharner à saccager au hasard et avec une cruauté jusqu'alors inconcevable ce que chacun a de plus précieux. L'ironie du sort est que dans la tourmente, Raymond Aron réussira presque ce qu'il avait décidé. Tenir son jugement un peu au-dessus de la mêlée. Quelle naïveté que de vouloir tenir son jugement au-dessus des partis, juste au moment où les volontés de puissance s'amoncellent sur le monde en ouragan dévastateur. On le lui reprochera.
Mais je ne connais pas d'exemple où un homme ayant fortement décidé d'être lui-même, pleinement dans sa vocation profonde, on ne le lui ait pas injurieusement reproché. Deuxième élément était que Raymond Aron expliquait comment il avait oscillé entre l'influence des historicistes, en particulier des historicistes allemands, et sa formation kantienne qu'il tenait de son professeur Léon Brunswick. Et le troisième élément, c'était la relation qu'entretenait la science et l'action, et il expliquait comment il avait tenté de comprendre quelle était la frontière entre, d'une part, l'appréhension de la connaissance des phénomènes historiques et, d'autre part, le domaine de l'action. Dans le premier champ de réflexion, il y avait une certaine prévisibilité à partir de lois observées du passé, mais cette prévisibilité trouvait ses limites, à savoir qu'à un moment donné, l'action, c'est-à-dire l'intervention des hommes dans le déroulement de l'histoire, rendait l'histoire, sinon incompréhensible, du moins incertaine.